Coup de tonnerre en Amérique latine. L'extrême droite est de retour au Brésil. L'âge d'or de la gauche s'éloigne à grands pas. De la Caraïbe à la Terre de Feu, partout les défaites s'enchaînent. Partout la droite gagne du terrain. En Argentine, les conservateurs sont au poste de commande. À son tour, le Chili a viré de bord. Le Venezuela traverse des heures incertaines et la contestation embrase le Nicaragua. Sale temps pour la gauche. Après des années d'hégémonie glorieuse, la gauche latino-américaine connaît des revers sans précédent. S'afficher de ce camp-là relève du suicide. J'en sais quelque chose. J'ai brigué la présidence du Chili à 3 reprises et j'ai été battu 3 fois. Un échec personnel, mais aussi la défaite collective de toute une classe politique, sanctionnée après avoir incarné l'espoir de jours meilleurs. En direct du Chili, Marco Enríquez, chef de file du Parti progressiste. Vous dites que la droite ne défend que des intérêts, alors que la gauche défend des valeurs. La droite ne connaît qu'une métaphore, celle de l'autorité. Et le défi de la gauche est de conquérir cette métaphore. C'est là où nous perdons les élections. C'est nous qui perdons les élections, ce n'est pas la droite qui les gagne. Car une partie de la classe moyenne latino-américaine se méfie des expériences sociales que nous avons menées avec succès et qui sont probablement la plus belle réussite de ces 50 dernières années. Jamais l'Amérique latine ne s'était mieux portée. Jamais. Pourquoi un tel rejet? J'ai voulu comprendre. Alors j'ai rencontré ces dirigeants aujourd'hui contestés à travers tout un continent champion des inégalités. L'heure est à l'autocritique. Première étape, le modèle incontournable, la source d'inspiration, Cuba. Il y a fort longtemps, Fidel Castro récupérait par les armes le territoire et le destin d'un peuple à leur chasse gardée des États-Unis. Pour la gauche latino-américaine, la révolution cubaine devient le modèle à suivre. 60 ans plus tard, le pays est exsangue, ravagé par un embargo féroce et son principe de société égalitaire n'enflamme plus comme avant. Estoy haciendo un documental sobre los sueños de Cuba, la esperanza de Cuba. ¿Qué está Cuba? ¿Cuál es la esperanza de Cuba? Sueños son inmensos, pero bueno, especialmente los sueños son como la vida. Uno, no sé, tratar de mejorar en todos los sentidos. En todos los sentidos. En todos los Cambia sentidos. todo, pero para bien, ¿no? Sí, claro. Mejor oferta de trabajo, mejor alimentación, Mejor de todo, mejor salario, mejor... Bueno, mi vida yo no tengo ningún sueño ya, porque ya la edad que yo tengo, ya, ¿qué me esperan? Aquí, ¿qué es lo que pasa? Aquí nadie mira por problemas políticos. Aquí la política es muy sana para todos. Aquí los problemas son económicos. Las prótesis que yo tengo, costaron 20 pesos cubanos, 20 pesos, no dólares. Ya, la medicina que es gratuita, tú en un momento determinado. Usted se cae ahí y yo cargo con usted para el hospital y estoy ahí con usted y ayudándolo ahí. No pasa nada. Eso sí. No es poco. Eso vale mucho. Si le système de santé cubain est une des réussites du socialisme, celui qui garantit l'alimentation est lui moins performant. Depuis toujours, le carnet de rationnement permet d'avoir quelque chose sur la table, même si avec les années, l'offre se réduit comme peau de chagrin.
¿Qué vendes, hermano? ¿Qué vendes? Aquí vendo arroz, azúcar, frijoles, aceite, pasteliente, jabón, con la libreta. Lo vendes con libreta. Con libreta. Esta es la libreta. Esta es la libreta. O sea, cada familia tiene esto. No quiero ciudad. ¿No te gustaron? ¿Te gustaron? Los cigarros, ¿no? Eso sí, son distintos. Esta es una persona. Una persona. Una Yo. persona. Coge 5 libras de arroz. Perfecto. Entonces te dan media libra de aceite, Ajá. 10 onzas de frijoles, 3 libras de azúcar blanca. ¿El café cuánto alcanza? ¿Cuánto? El café viene siendo Por el mes. por el... Esto por aquí, el aceite que te toca a ti. 3 libras de azúcar blanca. Ok. 2 botellitas, una libra y otra libra más. Si son 4. ¿Y tú tienes, quién te da los productos a ti? Todo esto, ¿quién te lo provee a ti? El Estado. El Ministerio de Agricultura, de Alimentación. De alimentación. ¿Y dónde te lo trae aquí? Y me lo trae. El costo del transporte lo paga el Estado. Te trae una vez al mes esto. Una vez al ¿Y mes. todo el barrio? ¿Cuánta gente está con derecho? Cualquier barrio. Aquí yo tengo aquí yo tengo 760 consumidores. Perfecto. ¿Y tú vives también con la propia libreta? ¿Tú consumes lo mismo? Sí, yo consumo lo mismo. ¿Y te alcanza? Esto es socialismo. Socialismo. Eso es socialismo. Es socialismo. Es una política de izquierda. No, una política revolucionaria. Por Fidel, todo por Fidel. Por Fidel. Por la izquierda. No, por Fidel, por Fidel. Nosotros somos fidelistas. Con la revolución cubana nosotros tenemos como el amor que tenemos con los padres, que es amor-odio. Tú sabes, la juventud ahora mismo, o al menos una gran mayoría en la cual yo me incluyo, estamos pensando en nuestro bien económico y nuestra seguridad económica para nosotros y para nuestra familia, comunidad, como individual. O sea, hemos perdido, exacto, hemos perdido el proceso este de como sociedad, de sacrificio social, sí. Y se ha perdido por eso mismo que decíamos ahorita, por el tema, o sea, parte de la guerra cultural tiene que ver con eso también. O sea, donde yo te muestro en todos medios de prensa, películas que tú ves, series que ves, que tú para ser exitoso no... O sea, el éxito asociado al dinero. Para mí lo más importante es ir donde pueda estar mejor. Llevo como 5 años trabajando en Cuba y quisiera, por supuesto, ampliar mis horizontes desde todos los puntos de vista y yo veo una oportunidad en otro lugar. Y para muchos la mejor vía es fuera. Si la révolution cubaine a du plomb dans l'aile, il y a un pays où ces valeurs se sont exportées, le Venezuela. Ici, l'anti-impérialisme est une culture nationale. Égalité des droits et justice sociale sont garanties par l'État. Financée par les revenus du pétrole, la révolution bolivarienne du commandant Chavez avait su rassembler. Aujourd'hui, elle est à bout de souffle et son successeur est au cœur d'une tourmente qui n'en finit pas de durer. Nosotros vamos a dar la vida por Nicolás Maduro y por esta patria. No tenemos comida, alimento para los niños. ¡Ay, qué les pasa! Ruiné par la chute du prix des matières premières, dépendant d'une économie peu diversifiée, le pays connaît une crise économique sans précédent. La redistribution de la manne pétrolière, hier florissante, ne parvient plus à combler les besoins de la population. Selon l'ONU, près de 2 millions de personnes auraient déjà choisi l'exil plutôt que de subir les privations imposées. Aujourd'hui, la sous-nutrition toucherait un enfant sur 10. Ante las elecciones no han cambiado las colas. Aquí la gente se molesta, aquí nadie dice nada, aquí nadie se queja. Aquí tanto culpa del gobierno como de la oposición, estamos así. Y venimos de lejos, muchas personas a comprar para estos automercados que están aquí. ¿Eres real? No, Grabando. El café está caro, el azúcar. no le llega nada, ningún beneficio social. ¿Del gobierno nada? No.
Si uno no se hace carnero, no le sale. Pour endiguer la pénurie, lutter contre le marché noir et permettre aux plus humbles de résister, le gouvernement part aux plus pressés. Primero están organizados por calles, por zonas, es un consejo comunal. Entonces ven las necesidades de las personas, las inscriben y mensualmente nos llega una caja. ¿Y qué tiene la caja? ¿Tiene proteínas? ¿Tiene arroz? Tiene arroz, tiene pasta, tiene aceite, tiene atún, la otra de la negra, tiene alberjas, lentejas. Nosotros tenemos conciencia, yo sé que la vaina está mala, pero nosotros tenemos que luchar por nuestro país. ¿Por qué? Porque ¿quién no va a dar? Estados Unidos no va a traer nada bueno, porque viste lo que está haciendo en Siria, lo que ha hecho en Siria, lo que ha hecho en Libia, lo que ha hecho en Afganistán, lo que ha hecho en todos esos países. Y la gente que se cree en pajaritos empreñados. No, nosotros sabemos lo que ha hecho Estados Unidos con esos pueblos. Y Estados Unidos se quiere apoderar de nuestro petróleo, de nuestro oro, de todo lo que tenemos nosotros, de nuestras aguas. Y eso es lo que no entiende la gente. ¿Cuál guerra económica? Aquí todos queremos trabajar, aquí se necesita sembrar y aquí quitaron todo lo que era propio para el sembradío. Casi todo es importado. Et tandis que les tensions partisanes s'exacerbent, l'inflation atteint des sommets. Hola, hola. Tan grande que hay. ¿En qué desabastecimiento? En todos los renglones de la cadena farmacéutica, medicinal. ¿Qué remedios no hay, por ejemplo, a esta Mejor hora? que remedios Hay, ya. No hay antihipertensivos, no hay antipiréticos, no hay antiinflamatorios ni analgésicos, no hay antibióticos para salvar una vida, no hay para hacer contraste. Por ejemplo, Por ejemplo, den un precio. un losartán antihipertensivo, 2.800.000. Y el sueldo básico son 2 millones Sí. de bolívares. Discréditée, la révolution vénézuélienne vacille sous le coup de ses détracteurs. Mais certains veulent encore y croire. Au palais présidentiel, c'est jour d'audience. Nicolás Maduro a accepté de me rencontrer. Excelentísimo señor Dao Can Chun, embajador designado de la República Socialista de Vietnam. Comme son prédécesseur, le président vénézuélien est loin de faire l'unanimité. Accusé de dérive autoritaire et d'incompétence, il est plus décrié que jamais. Después allá, en el oficial El Verde. Izquierda, poder, Venezuela. Dependiente cuando vayan a entregarle la cuestión Me pongo encima. Presidente. Gracias, presidente. Bueno, adelante, pues. Déjame pasar ahí contigo. Si quieres pasamos al despacho uno una vez. Sí, porque están saliendo los embajadores. Bien, y después grabamos. Caminamos aquí ahora. Bien. Graben, compañeros. Permiso. Adelante, bienvenido. Gracias, presidente. Adelante. ¿Está cansado, presidente? Bueno, hemos tenido un día... C'est une journée, comme toujours, bien remplie. Están las 10 líneas de la Constituyente. Qué bien, qué bien. Nosotros vivimos el colapso. Nous vivons l'effondrement du modèle pétrolier sur lequel reposait le Venezuela depuis 100 ans. Je peux te dire que l'année 2015 a été l'année de la faillite du modèle pétrolier rentier. Qu'est-ce que le modèle pétrolier rentier? Imagine un pays où 35 milliards de dollars servaient à financer les importations pour satisfaire un marché intérieur très puissant. Et qu'en 2016, ce pays ait connu sa pire année d'entrée de devises. Eh bien, ça a provoqué un choc brutal dans l'économie, auquel est venue s'ajouter la guerre économique intérieure alimentée par la contrebande. Ils ont tiré sur l'ambulance. Nos experts pétroliers ont échoué. C'est la première fois que je le dis publiquement.
Nos experts, nos analystes, nos stratèges ont échoué. Ils n'ont rien vu venir. J'ai les preuves. Pourquoi le commandant Chavez vous a choisi, vous? Quelle mission vous a-t-il donnée? Dans ce même salon, le 8 décembre 2012, de retour de Cuba, il savait déjà qu'il devait subir une troisième opération très grave. Il a réuni l'équipe politique et nous a informé que s'il lui arrivait quoi que ce soit, je devais prendre les rênes du pays et de la révolution. Je devais être candidat aux élections présidentielles, s'il était trop souffrant, ou s'il mourait. Dans ce même fauteuil, là, au centre, il a parlé au pays. Lamentablemente, así lo digo, el país, en esa revisión exhaustiva, surge la presencia en la misma área afectada de algunas células malignas, nuevamente. On s'approche, président? Si tu veux. Comment dire? Nous étions là, en réunion, sur ces mêmes sièges. Moi, j'étais assis à gauche, et là, le camarade Diosdado Cabello. En face, un groupe de collaborateurs. Nous en avions déjà parlé. Et plein d'optimisme, nous lui avions dit, « Président, ne faites pas d'annonce officielle. Ne dites pas que vous m'avez désigné pour assurer votre succession. Rien de tout ça. » Nous pensions l'avoir convaincu. Mais ce soir-là, il a passé cette porte, il est venu jusqu'ici, il s'est assis, les caméras ne tournaient pas, on n'était pas encore en direct. Il s'est tourné vers moi en disant « Nicolas, je suis venu pour ça. Diosdado, je suis venu pour ça. Je vais l'annoncer. Je sais ce que je fais, Nicolas. Je connais mon troupeau. Je dois donner l'ordre que s'il m'arrive quelque chose, tu es là. » Je me souviens encore qu'en voyant ma tête consternée, il m'a dit « Nicolas, c'est ton tour à présent. C'est ton tour. Prépare-toi. » Quand tu vois ce qui se joue ici, si nous avions cédé devant les pressions, baissé la garde, si nous nous étions fait acheter ou accepter d'agir à l'image de la gauche dégonflée de ce continent, à coup sûr les gringos se seraient déjà emparés des richesses de notre pays. Mais au Venezuela, ça n'arrivera pas. Nous l'avons juré. Le Venezuela vaincra et la révolution bolivarienne vivra, quoi qu'il en coûte. Président, pourquoi le Venezuela n'est pas une dictature? Parce que c'est une démocratie. Et en quoi est-ce une démocratie? Parce qu'il y a un peuple, qu'il y a une constitution, un état de droit et une justice, qu'il y a des institutions qui fonctionnent, que régulièrement le peuple est consulté et que toutes les autorités sont élues légalement par vote direct. Je peux te dire que ces 18 dernières années, le seul pays au monde à avoir organisé 21 élections, c'est le Venezuela. Il n'y en a pas d'autres. Combien d'élections y a-t-il eu au Chili, en Argentine, aux États-Unis depuis 18 ans? Moins. Tout au plus 10. Alors qu'ici, nous avons fait des référendums révocatoires, des référendums consultatifs. Alors qu'est-ce que tu as fait aux médias? Tout ce qu'on me reproche, c'est de faire la révolution. Si j'avais cédé, si je m'étais soumis, on me traiterait sûrement autrement. Merci, Président. Pour Nicolás Maduro, c'est qui tout double. Mais en Amérique latine, on ne sait jamais de quoi demain est fait. Puisque révolution et prospérité ne font pas bon ménage, et qu'anti-impérialisme rime rarement avec stabilité, alors la Bolivie est une exception. Le pays connaît un développement spectaculaire, et son président est au pouvoir depuis plus de 13 ans.
Pido un minuto de silencio para Manco Inca, Tupac Katari, Tupac Amaru, Che Guevara, a muchos de mis hermanos caídos, cocaleros en la zona del trópico de Chabamba, de millones seres humanos que han caído en toda América, y por ellos, presidente, pido un minuto de silencio. Evo Morales est une révolution à lui tout seul. Premier président indigène de la nation bolivienne, ancien syndicaliste issu des mouvements sociaux, malgré ses nombreux succès, on lui reproche de vouloir s'éterniser au pouvoir et d'avoir trahi la base de ses électeurs. Los pueblos indígenas, que son mayoría de la población boliviana, estos pueblos históricamente hemos sido marginados, humillados, odiados, despreciados, condenados a la extinción. Esa es nuestra historia. Presidente. Président, comment ça va? Mi hija. Ma fille, Fernanda. Mi hija, presidente. On se met où? Allá, ¿te parece? Là-bas où tu veux. Abramos el regalo. On donne le cadeau au président? Es un regalo. Voilà. Ah, l'équipe nationale. Oui, chilienne. On joue un peu mieux. Pas de numéro, comment ça se fait? Pour mettre celui que tu veux. Para que usted le ponga el número. Ahí tengo una pregunta para usted. À propos, tu joues à quel poste? À quel poste, président? Devant. Toujours devant, n'est-ce pas? J'ai toujours travaillé en équipe avec le peuple. Et plus spécialement avec ceux qui sont les plus oubliés historiquement. Je veux être au milieu du peuple, c'est comme ça. Chez nous, tout vient du peuple, pour le peuple. On n'a pas de programme à porter. Du temps de mon prédécesseur, un membre du Fonds monétaire international siégeait au cabinet présidentiel. Je voulais savoir, président, depuis 2005, c'est toi qui as marqué le plus de points. Continuons la comparaison avec le foot. C'est toi qui as gagné le match, réduction de la pauvreté, tous les indicateurs. Qui a perdu dans tout ça? Les plus nantis? Si tu es de gauche, il faut que tu identifies tes ennemis, qui sont l'impérialisme et le capitalisme. Parce que si tu ne le fais pas, à l'intérieur, nous avions deux ennemis. Les oligarchies, qui sont fascistes, racistes, et les médias qui les soutiennent parce que les autres les utilisent pour défendre leurs intérêts, pour garantir leur pérennité et prospérer. Et dans cette stratégie d'identification, notre ennemi extérieur, c'était l'ambassadeur. Et on l'a expulsé. Sans regret. Celui des États-Unis. Oui, on s'en est débarrassé parce qu'il conspirait. Alors on l'a expulsé. Autrefois, je ne voulais pas croire qu'un projet politique et social de libération nationale dépende d'un seul individu. Estamos pidiendo por el poder, estamos hablando que los dueños de esta noble tierra, los dueños absolutos de esta noble tierra, que son los aymaras, los quechuas, los chiquitanos, queremos el poder político. Maintenant, je me rends compte de l'importance d'un leader, avec ou sans soutien militant, mais pour défendre des principes et des valeurs. N'empêche que les mouvements sociaux t'ont donné du fil à retordre. Certains ont été contre toi, tu te souviens, pour l'autoroute. Ils ont fait capoter le projet. Le problème avec certains mouvements sociaux, c'est qu'ils ont trop d'ambition. Leurs revendications ne sont pas seulement irréalistes, elles sont même indésirables. Les choses ont changé. Avant, le combat portait sur des changements structurels. Maintenant, les gens ne se mobilisent que pour ceci ou cela. Autrefois, les mouvements sociaux dont tu faisais partie réclamaient des changements de fond. Mais aujourd'hui, les revendications des classes moyennes sont différentes. Nous avons fait passer 2 millions de personnes dans la classe moyenne. Depuis, elles ont d'autres attentes. Exact. Chez nous, les nationalisations ont été cruciales. Nous nous sommes réappropriés nos entreprises publiques.
nous avons conservé 82% de leur capital et laissé 18% au secteur privé. À prendre ou à laisser. Ce fut la décision la plus importante. Du point de vue économique, la plus à gauche, la nationalisation des hydrocarbures, c'est du capitalisme d'État. Oui. Capitalisme d'État? Je dirais qu'il y a deux options. Soit tu es anti-impérialiste, soit tu es pro-impérialiste. Et nous, en mettant en place des politiques, sans la tutelle des États-Unis, de la Banque mondiale ou du FMI, nous avons prouvé que nous nous en sortions mieux. Quand les politiques économiques concentrent le capital dans une poignée de main, quelle justice sociale peut-il y avoir? Et toi, si tu es de gauche, je veux te voir expulser l'ambassadeur des États-Unis du Chili. Sitôt élu, je l'expulse. Merci du conseil. Critiqué par une partie de ses soutiens traditionnels, le leader bolivien voit aujourd'hui sa popularité décliner. Moralité, expulser l'ambassadeur américain ne résout pas tous les problèmes. Gouverner, c'est décevoir. Estamos en las calles por culpa del masista. Estamos en las calles por culpa del masista. Evo, Mondín, la misma porquería. Hay que luchar por nuestros derechos colectivos y, si es posible, a nivel nacional, hermanos. Pero siempre de pie hasta buscar justicia, hermanos. Pour changer le monde, les convictions ne suffisent pas. Il faut les mettre en pratique. Et quand la mondialisation impose ses règles, il faut composer. L'ex-président de l'Équateur est l'un des rares hommes d'État du continent à être formé à l'économie. C'est l'une des figures de la gauche démocrate parmi les plus respectées. Rafael Correa possède à son actif 3 mandats présidentiels, une révolution citoyenne et la chance d'être sorti indemne d'une tentative de putsch. Partisan d'un socialisme renouvelé, Correa a conjugué pendant 10 ans justice sociale, souveraineté nationale et démocratie. Depuis la fin de son mandat, il vit en Belgique. Oye, una pregunta, curiosidad automovilística. Hemos pasado 2 veces por acá para desestresarnos. Era al lado, lo vaina. A ver si vamos a atropellar a alguien para poder llegar. Ça c'est où? C'est à gauche. Rafael Correa est connu pour sa ponctualité et je suis en retard. Así, adelante. Vous pouvez sortir? Merci, madame. Rafael Correa est actuellement sous le coup d'une inculpation judiciaire. Accusé de complicité d'enlèvement sur un opposant, il dénonce une manœuvre de ses adversaires pour le priver de réélection avec la complicité de son successeur. Son dauphin désigné a signé son crépuscule. Merci, au revoir. Merci beaucoup.
Alors c'est là que tu as fait tes études? Je suis arrivé à l'âge de 27 ans, grâce à une bourse. Et j'avais choisi de venir ici parce que, en fait, j'ai eu 2 bourses. J'ai passé 1 an près de Zumbawa avant d'entrer à l'université. La fac est par là. Exactement à l'opposé. T'es un drôle de révolutionnaire, non? Tu sais qu'ils sont à Chicago, les assassins de l'économie chilienne. Près de Chicago. Et toi, tu y as fait tes études? Je ne suis pas de ce bord-là, mais j'ai bien étudié à l'école de Chicago. Alors c'est là? Oui, c'était la fac d'économie. Les amphis étaient répartis tout autour du campus. Et c'est là que se déroulaient les cours. Avant d'en venir à Evo, tu as dit dans un de tes discours que l'économie devait être au service de la politique. Nous vivons dans un rapport de force. Et quand tu regardes ce que l'on a fait de pire à l'économie, c'est de lui avoir ôté sa définition initiale d'économie politique. Il faut voir en fonction de quoi et de qui on met en place des mesures, non? Et quand tu examines tout ça, tu vois que tout tourne autour du capital. Evo dit qu'il n'y a plus de gauche ni de droite, que le clivage c'est capitalisme, anticapitalisme, impérialisme, anti-impérialisme. C'est ce qui te définit idéologiquement. C'est ça le clivage? C'est quoi être de gauche sinon? Suprématie de l'être humain sur le capital. J'ai beaucoup de respect pour Evo, mais je ne partage pas toutes ses idées. Je crois que la gauche et la droite sont plus vaillantes que jamais. Elles ne s'expriment plus comme au temps de la Révolution française, entre ceux qui défendaient le roi et ceux qui voulaient lui couper la tête. Parce que le concept même de liberté pour la droite, c'est la non-intervention. Et la liberté pour la gauche, c'est la non-domination. C'est pour ça qu'il y a des actions collectives, un État qui garantit les droits. Et je crois qu'aujourd'hui, l'opposition droite-gauche est plus que jamais d'actualité. Chez moi, on boit que ce café. Ça sent bon. Tu l'avais déjà, cette cafetière? J'ai un doute. Tu l'avais? Oui, on l'avait. Aucun de nos dirigeants n'a suggéré sa succession. Arthur Miller disait que l'alternance du pouvoir en Europe, c'était un truc ennuyeux, alors qu'en Amérique latine, c'était à la vie, à la mort. Et ça continue. Les États-Unis fonctionnent, avec Bush comme avec Trump, parce que c'est un pays où les institutions sont fortes. Plus les institutions sont solides, moins on a besoin de leaders. Et plus elles sont fragiles, plus les leaders sont importants. C'est là que la gauche échoue. Quel a été ton plus grand adversaire? La finance, les médias? Les médias, sans aucun doute. C'est une entreprise de démolition. Ils n'ont rien à perdre. C'est leur fonds de commerce. J'ai rempli mon rôle historique. Et j'ai cru laisser la patrie en sécurité. J'estimais alors que la gauche avait des chances de remporter les élections en 2017. Et ce fut le cas. Mais ceux qui m'ont remplacé étaient des loups déguisés en agneaux. À qui la faute? Tu aurais dû te représenter. Evo a donc raison. Un projet révolutionnaire ne s'incarne qu'à travers son leader. Regarde Fidel. Regarde Chavez. Que ça se soit mal passé en Équateur ne signifie pas qu'Evo ait raison. Mes successeurs auraient pu être loyaux et suivre la voie tracée. Je me suis trompé. La colère ne tue pas l'espoir, c'est ça? Tout sauf l'espoir. Alors restons là-dessus. Merci. T'as été super. Récapitulons. Si la révolution cubaine est en panne et qu'au Venezuela elle vit peut-être ses derniers sursauts, qu'en Bolivie sa pérennité ne repose que sur son dirigeant, et qu'en Équateur on n'est jamais aussi bien trahi que par les siens, comment faire? Au Brésil, la succession du président Lula fut loyalement exécutée, avec Dilma Rousseff à la tête du pays, et là aussi la gauche s'est fait évincer. Une gauche modérée, favorable au compromis. Accusée de trucage des comptes publics sur fond de corruption, la présidente fut révoquée en quelques heures, clôturant 12 années d'hégémonie du Parti des Travailleurs. Não há razão para o pedido de impeachment contra mim. Acusam-me sem nenhuma base legal. Foi golpe, né, cara?
Foi golpe? Foi. Eu odeio o PT. Não sou petista. Há coisa de uns anos atrás, eu não falaria isso que eu vou te falar. Hoje eu peço muito a volta dos militares ao poder. Dans un Brésil meurtri par la crise, frappé par la récession, le scandale alimente le ras-le-bol de la population et Dilma Rousseff devient le bouc émissaire de tous les maux du pays. Bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Je suis ravi. Moi aussi. Si vous ne me comprenez pas, la traductrice peut nous aider. Non, je comprends parfaitement. Evo et Correa, quand je leur ai demandé de définir la gauche, ils m'ont répondu qu'un leader de gauche doit avant tout expulser l'ambassadeur des États-Unis. Et vous, quelle est votre définition? Je ne suis pas d'accord avec eux. Pourquoi? Parce que ça ne sert à rien. La question n'est pas là. Cependant, ceux qui profitent... Non, pas les États-Unis en tant que pays, en tant que gouvernement, en tant que puissance économique. C'est bien ce contre quoi nous luttons. Mais nous ne luttons pas seulement contre eux. Il n'y a pas que les États-Unis. Le capitalisme financier étend son influence dans tous les domaines. Parce que le coup d'État contre vous... C'est un point de vue anti-impérialiste, désolé de le dire, des années 60. Et j'ai moi-même défendu ce point de vue par le passé. Mais ce n'est pas comme ça. Les bénéficiaires de ce coup d'État institutionnel ont été les élites brésiliennes et les États-Unis par ricochet. Ce qui m'étonne quand la gauche perd les élections ou qu'il y ait un coup d'État, c'est que le soutien des pays frères soit si faible. En 2 ans, tout s'est écroulé. Ce qui se passe, c'est qu'eux aussi ont cessé d'y croire. Et que le Brésil aujourd'hui est convaincu qu'il doit être le subordonné des États-Unis. Les inégalités ont été réduites pour la première fois sur l'un des continents les plus inégalitaires du monde. Quand j'étais au gouvernement, 90% de la consommation de carburant était produite au Brésil. Aujourd'hui, c'est 30% et le reste est importé. Mes successeurs ont dollarisé les prix et les ont assujettis aux fluctuations quotidiennes du marché international. Alors le carburant augmente tous les jours. Il augmente? Il augmente. Dans un pays qui possède une puissante compagnie de pétrole nationale, des réserves et un marché comme le nôtre, parce que ce n'est pas n'importe quel marché. C'est celui que les grandes compagnies américaines voulaient s'approprier. Comment a-t-on pu dollariser ce marché qui était autosuffisant? En à peine 10 mois, il y a eu une augmentation de 57%. Et ça a explosé. Les grandes compagnies américaines contrôlaient alors entre 10 et 15% de notre marché pétrolier. Ça pouvait varier. Dans les pires moments, disons entre 20 et 31%. Mais aujourd'hui, c'est 80%. Parce que les élites brésiliennes sont habituées à régner par la violence. C'est l'une des caractéristiques héritées de l'esclavage et qui s'exerce principalement sur ceux qui sont en bas de l'échelle. Elles s'approprient d'abord les classes moyennes et une fois acquises, ce sont elles qui exercent la violence sur les autres au nom des élites. Avec l'arrivée de la crise dans nos pays, la guerre pour la redistribution des richesses a commencé. Au Brésil, c'est flagrant. C'est pourquoi la Fédération des industries de Sao Paulo a mis un grand canard jaune de 2 à 3 mètres de haut au beau milieu de l'avenue Paulista, en plein cœur du quartier financier du Brésil. Elle a organisé une grande manifestation intitulée « Nous ne serons pas le dindon de la farce ». En d'autres termes, on ne paiera pas pour les autres. Et maintenant, c'est le peuple brésilien qui trinque. Je pense que la classe moyenne est déjà en train de le regretter. Mais ce qu'il y a de plus grave, c'est qu'elle vote pour l'extrême droite. C'est ça qui est grave.
Dans les quartiers déshérités de la capitale, l'euphorie d'hier a laissé place à la colère. Plus de 30 millions de personnes sont sorties de la pauvreté. Mais la violence fait toujours des ravages et la précarité reste le lot quotidien. A favela está sempre em estado de necessidade. ¿Y por qué las favelas de América Latina en general están votando por la derecha o no están votando? Porque o capitalismo é muito forte e, na realidade, essa parceria com a direita, esse povo todo que você acaba de falar aí, isso é histórico. Nunca houve uma ruptura entre eles. E é justamente por isso que a gente aqui pela esquerda luta para fazer esse rompimento. ¿Cuál es el futuro? ¿Cuál es el paso a la izquierda? Tem que ter ruptura. Ruptura. ¿Qué es ruptura? Ruptura é unas eleições de outubro, ahora 2018. São eles para lá e nós para cá. Enquanto tiverem embaixo das mesas comendo, esperando que as migalhas caiam, nós ainda vamos estar na miséria. Então tem que romper. E a linha de tiro. Aqui exatamente a linha de tiro. Os policiais ficam lá em cima, os traficantes aqui embaixo. Lumba decía que o problema da esquerda é que pactamos nosotros. É isso aí. Fez pacto com o capeta, a verdade é essa. Esas son balas, ¿no? De balacera acá. A los que somos de izquierda nos están volviendo locos. Porque si pactamos, no somos de izquierda. Y yo encuentro que vale la pena pactarse para que não haya mais muros com balas, não? Política virou tudo uma bagunça. Virou tudo uma bagunça. Toda uma vergonha. A gente não tem quem votar. Não tem, porque só tem ladrão. Acredita em algo? Algo, não alguém. Eu acho que é só Deus, a mão de Deus, para tomar uma providência aí e melhorar. Falar, Jesus. Ele também estava com a maconha na mão. Eu vou falar. Foi para isso que Deus te levantou na comunidade do Jacarezinho. Quem te falou que Deus não tem um chamado na tua vida? Tu acha que a vida que eu vivi é herói pensar nisso também? Au Brésil, la défaite de la gauche est consommée. Le pays a tourné la page. Il attend son messie. En ces temps troublés, le recul est nécessaire pour envisager l'avenir. En Uruguay, Pepe Mujica fait figure de philosophe. Ancien guérillero, l'ex-président est le seul dirigeant d'Amérique latine à avoir assuré continuité et stabilité à la gauche dans son pays. Viva la patria! Viva l'Uruguay! Viva América Latina! Depuis la fin de son mandat, il coule des jours heureux dans sa ferme en faisant de l'ascétisme un mode de combat. Demain matin tôt, je veux planter un peu d'avoine. Et il y a aussi de la paille à couper. Mais porter les outils tout seul, j'y arrive plus. Demain matin, ça sera fait. Merci de me recevoir. L'Amérique latine est plus pauvre ou moins pauvre depuis que la gauche est passée par là? De manière évidente, elle est beaucoup plus riche. Mais elle garde toujours cette composante historique que nous ne sommes pas parvenus à supprimer. Les inégalités. Car malgré tout ce qui a été fait, les politiques de redistribution et tout ça, la dette sociale est immense dans nos pays. Je pense aussi que nous traversons une époque complexe. La mondialisation n'est pas une blague.
Et c'est une erreur de la réduire à un simple débordement du capital financier et du capital transnational. Bien que ça soit ça aussi. Mais elle engendre aussi une culture. Et si cette culture ne change pas, rien ne change. Or, la culture, c'est ce qu'il y a de plus difficile à changer. Des masses de gens très pauvres qui consommaient peu se sont mises à consommer plus, tout en restant prisonniers de la même culture. Nous vivons dans une société de marketing et potentiellement, nous voulons tous être des consommateurs de choc. Parce que si nous avons tué les vieilles religions, en réalité, le Dieu de notre époque, c'est le marché. Et nous, latino-américains qui sommes à la lisière du monde riche, nous voulons consommer comme les riches, alors que nous avons une dépendance énorme vis-à-vis des capitaux étrangers qui viennent chez nous. Et après, nous devons en supporter les amortissements, alors que les bénéfices, eux, partent à l'extérieur. Mais plus nous avons besoin de capitaux étrangers, plus nous sommes soumis à leurs conditions. Alors, nous faisons la course entre nous pour être celui qui se déculottera le plus vite pour attirer ces capitaux afin de donner du travail à nos peuples. Nous avons donc tiré des gens de la pauvreté et ils se sont mis à consommer. Mais ils veulent consommer beaucoup plus. Évidemment. Et c'est une course sans fin. Nous avons réussi à attirer des gens de la pauvreté qui sont devenus des consommateurs, mais pas nécessairement des citoyens. Ils ne s'en rendent pas compte, évidemment. Ce n'est peut-être pas de leur faute. C'est l'incapacité de la gauche à construire une vision politique claire pour le commun des mortels. Moi, je crois que chez tout être humain, il y a cette éternelle hésitation entre force conservatrice et force progressiste. C'est une oscillation permanente, pendulaire. Et aucune ne l'emporte? Non, parce que ce que nous construisons, c'est de la civilisation. Et c'est pour ça que je ne perds pas espoir malgré nos défaites. Il faut être conscient que le combat est constant et permanent. Car triompher dans la vie, c'est pas simplement atteindre un objectif. Triompher dans la vie, c'est se relever et recommencer à chaque fois qu'on tombe. À l'issue de ce périple, le bon sens du vieux sage pourrait sembler réconfortant. Mais c'est oublier les conséquences de cette oscillation pendulaire dont les peuples détiennent la clé. En Argentine, le nouveau pouvoir vient d'effacer 10 ans de conquête sociale. Le pays est encore au bord de la faillite et une autre crise économique se profile déjà. L'histoire bégaie. Juro por Dios y ante el pueblo colombiano. En Colombie, l'homme fort de la droite dure a augmenté le nombre des forces de l'ordre, amplifié les mesures répressives et persiste à brader son pays aux investisseurs étrangers. Le Brésil, quant à lui, a trouvé son sauveur. Le nouveau président est un nostalgique de la dictature. Homophobe, raciste et misogyne, la chasse aux sorcières a commencé. De retour au Chili, l'hiver austral s'est installé. Déjà le vent, bientôt la pluie. Une longue traversée du désert m'attend. À gauche, il fait très froid et l'on se sent bien seul. Les concitoyens ont porté un milliardaire à la présidence. Brandi comme un étendard, le modèle néolibéral s'impose sans complexe désormais. À
Alors il faut aller de l'avant, encore et encore, malgré les contradictions, malgré les erreurs. Sinon quoi ?